Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Comment se présenter pour candidater dans le numérique en partenariat avec Deezer qui nous fait le plaisir de partager avec nous les connaissances donc d'Ariel Marawani qui est aujourd'hui data scientist depuis 3 ans au sein de l'entreprise et Faisal Bengadi qui est lui recruteur, lead talent acquisition, Lead recruteur, pour faire lead plus simple pour que tout le recruteur monde pour la tech comprenne. et qui Exactement. vont donc dérouler toute une présentation autour de cette thématique des candidatures dans le numérique. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Ariel et à Faisal pour lancer ce webinaire. Merci. Alors, je vais partager la présentation. C'est parfait. Attends, parce que... Ah, c'est bon. OK, parfait. Du coup, merci d'être là. Donc, comme l'a dit Giovanna, on va vous dire, vous conseiller sur comment se présenter pour candidater dans le numérique. Du coup, alors moi, c'est Ariel, je suis data scientist dans la team dans l'équipe qui fait des algorithmes de recommandation chez Deezer. Et Faisal, il est recruteur. On a mis nos emails si vous avez des questions plus tard, mais bon, de toute façon, vous aurez le support. Ouais, tu peux faire next. Je rappelle au cas où ce que c'est Deezer. Du coup, c'est une plateforme de streaming musical. Tu peux faire next. Ouais. On a plein de fonctionnalités, notamment donc Songcatcher, par exemple, c'est une espèce de Shazam qui est intégré dans l'app. On a la recommandation qui est mon équipe. On a du contenu exclusif qui est disponible que sur Deezer, du contenu éditoriaux qui est fait par des spécialistes de chaque genre. On a les paroles, le son de qualité, etc. Donc voilà, ça c'est Deezer. Maintenant, on va vous présenter plus en profondeur qui on est. Je crois que Ouais, ok. Alors du coup, même slide que tout à l'heure. Du coup, moi, Ariel, je suis data scientist. Je vais vous donner un peu mon parcours. N'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous faites vous en ce moment, quel métier vous faites, où vous en êtes. Moi, mon parcours, un peu classique pour une data scientist, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait maths sup, maths spé, une prépa, et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur et un master en double diplôme en data science. Donc, pas de reconversion pour moi, parcours classique. Bon, ravi tout le monde, Faisal, du coup, je m'occupe du recrutement, notamment sur la partie tech au sein de Deezer, mais j'ai un parcours assez long dans le recrutement et même autre chose auparavant également. Donc, moi, j'ai un parcours assez classique aussi avec formation en école de commerce qui m'a amené à travailler dans des métiers de la vente, des métiers de l'ingénierie et au final dans le métier de recrutement. J'ai toujours été dans des environnements tech et donc du coup aujourd'hui je vais partager un peu ma connaissance un peu et ma vision de comment essayer de rentrer dans ce monde-là, ce qui est votre souhait a priori en ce moment. Du coup, pour démarrer, je vais vous faire une petite présentation assez large des métiers de la tech. Je me suis permis de prendre un petit tableau qui était un petit graphique de la grande école du numérique qui est assez parlant pour le coup, je trouve, avec une différenciation des métiers, avec quelques visions des différents métiers qui sont dans le digital et dans la tech au global, avec notamment les métiers du développement, de la data, dont Ariel pourra vous parler un petit peu tout à l'heure, de la gestion du pilotage, la communication digitale, de la sécurité, l'installation, maintenance télécom et l'interface graphisme et design, typiquement. Aujourd'hui, dans une logique de métiers de reconversion notamment, je vais parler peut-être des quelques métiers de la tech qui sont ouverts et friands notamment à la reconversion et qui donnent leur chance à des profils soit atypiques, soit des profils qui se font un total changement de carrière. Pour moi aujourd'hui, là où on a de l'impact et où on peut avancer, ça sera dans la gestion de pilotage, typiquement dans le management de produits. Le management de produits, c'est des profils chefs de projet, ça peut être des gens qui ont travaillé dans le commerce, qui ont travaillé dans d'autres domaines d'activité où on est vraiment dans la gestion soit d'équipe, soit de personnes, soit de projets. Donc ça, on peut facilement transposer son ancienne activité sur cette partie IT, tech, parce que pour le coup, il n'y a pas de connaissances vraiment techniques initiales à connaître. La partie développement aussi, où aujourd'hui on a beaucoup d'ouverture parce que c'est une zone très pénurique en France, avec je crois à peu près 30 000 postes aujourd'hui qui sont ouverts sur la partie développement presque, avec la partie logiciel et développement notamment, avec tous les langages
qui sont ouverts, donc PHP, Java, etc. Aujourd'hui, c'est des sujets, on peut accéder assez rapidement avec des formations de 3 à 6 mois. Et on a la chance d'avoir des entreprises qui sont ouvertes justement à des profils qui sont assez jeunes, novices là-dessus, et qui les prennent et qui les forment et qui les font avancer là-dessus. Et également sur la partie réseau cloud, où on a aussi pas mal de sujets. Alors, quand je parle réseau cloud, on n'est pas forcément sur l'image qu'on peut avoir avec les gens qui s'approchent, qui branchent les câbles, etc. On est plus sur des sujets plutôt logiciels, plutôt données, plutôt développement aussi, au global. Et sur la partie data, je vais peut-être laisser Ariel présenter un petit peu là-dessus. Ouais, data. Alors, en fait, c'est des tout nouveaux métiers, donc je vais parler de ce que je connais. Ça se trouve, je suis déjà en retard, mais je connais 3-4 métiers de la data. Il y a d'abord le data engineer qui va collecter les données et créer ce qu'on appelle des tuyaux. En anglais, c'est pipeline. Enfin, le terme, c'est pipeline, mais littéralement, ça veut dire tuyau, donc des tuyaux de données. Ensuite, grâce au data engineer, il y a le data scientist, donc ça, c'est mon métier, qui va utiliser ces données et qui va créer des algorithmes pour répondre aux problématiques de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais créer des algorithmes qui vont recommander de la musique à mes users, à mes utilisateurs. J'essaie d'éviter l'anglais, désolée. Et ensuite, il y a le data analyst qui va analyser en fait les performances de mon algorithme. Bon, ils ne font pas que ça, en vrai, les data analysts, mais moi, c'est ma manière de travailler avec eux là chez Deezer, mais en fait, les data analysts, ils prennent les données, ils font des analyses et ils les présentent à différents corps de métiers dans la boîte. Donc ça, c'est les 3 principaux métiers, mais il y a aussi des gens qui font ce qu'on appelle des data researchers. Eux, ils sont souvent dans la team R&D, donc recherche et développement. Mais comme là, on voit sur l'image, il faut aussi avoir de la robotique, etc. Bon, ça, on ne fait pas du tout. Pareil, le blockchain, moi, je ne connais rien. On était vraiment, donc, du coup, pour une présentation, que vous ayez un peu le temps, on est resté un peu longtemps sur cette image pour que vous ayez le temps de voir un peu les différents métiers, etc. Mais ce n'est pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est vraiment comment candidater. Et du coup, on va avancer dessus. Je pense que ça sera parfait. Comment candidater pour moi aujourd'hui, avant d'envoyer une offre, il faut penser à sa stratégie, travailler beaucoup sa stratégie de recherche. Ça passe par quoi? Ça passe par comprendre le rôle que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire avoir bien anticipé, avoir bien compris le futur métier qu'on veut avoir. Ça passe par quoi cette question? Ça passe par de la recherche, de l'information, de la formation. Quelles sont les missions qui sont dédiées à ce métier? Également aussi, quand on est dans sa recherche, dans quel environnement on veut travailler? Est-ce qu'on veut travailler dans une start-up? Est-ce qu'on veut travailler dans une entreprise du numérique? Est-ce qu'on veut travailler dans le monde de la finance, de l'écologie ou autre? Pour pouvoir déjà commencer à avancer et cibler un petit peu les différentes entreprises vers lesquelles on souhaite postuler à la fin. Il y a aussi un point qui est important, la stratégie de juste envoyer des CV et attendre que ça se passe, c'est pas la meilleure solution. Je pense on s'est déjà posé les 3 premières questions, on peut déjà commencer à connaître un peu nos futurs potentiels employeurs. Donc du coup, l'objectif après, à terme, avant d'envoyer un CV, c'est de connaître au minimum l'activité du futur employeur et de savoir comment prendre contact justement avec eux. Il y a un point important, notamment pour le public aujourd'hui, beaucoup d'annonces font peur des fois parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées, etc. Mais n'ayez pas peur de postuler, même si vous n'avez pas toutes les compétences sur le poste. Aujourd'hui, vous êtes sur des profils en reconversion professionnelle, donc on est encore en train d'apprendre un nouveau métier, etc. Sachez que moi, en tant que recruteur, je ne bloque pas des profils déjà initialement qui n'ont pas forcément toutes les compétences sur CV, mais par contre, je regarde certains points, évidemment, notamment, on y viendra après, la motivation, etc., dessus. Et même les managers qui recrutent, ils savent pertinemment que leurs équipes n'auront pas forcément l'ensemble des compétences qui sont demandées pour le poste. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et c'est un sujet notamment que je constate régulièrement auprès je dirais, de mes clients, moi, qui sont les demandeurs d'emploi, côté femmes qui ont un peu peur, notamment de postuler sur des postes à niveau technique ou IT, parce qu'elles ont la sensation, la croyance que ne sachant pas n'ayant pas toutes les compétences, elles ne peuvent pas avancer sur ce poste-là. Un autre point qui est important, c'est comprendre un peu l'environnement. Donc, je vous ai sélectionné quelques outils qui, pour moi, aujourd'hui, dans le monde de la tech, sont quand même incontournables.
en présentation. Donc, je parle de Welcome to the Jungle, qui est un site qui reprend beaucoup l'environnement et l'écosystème startup avec pas mal de présentations, d'informations dessus, qui permet d'accroître sa culture, notamment tech aussi, les métiers, les différents métiers qui peuvent exister dans la tech. Et également, c'est un portail d'emploi, donc avec plein d'annonces en permanence, avec des annonces également pour des gens très capés, comme des annonces pour des profils assez juniors. Donc, il n'y a aucun souci d'aller dessus. Indeed de manière assez classique. Pôle emploi, je le dis aussi parce que c'est important, on l'utilise peu, mais c'est une vraie base de données, une vraie banque de données de pourvoyeurs d'emploi avec des accès à des structures qui ne sont pas forcément comme nous, des startups, des grands groupes, je sais pas, je dirais des grands groupes de l'industrie du numérique. Mais on se retrouve avec des entreprises PME type qui ont aussi besoin de profils numériques, techniques, etc., et qui ont un peu plus de mal à recruter. Et donc, du coup, ça soit beaucoup sur Pôle emploi. J'ai mis en plein centre LinkedIn parce que c'est le cœur névralgique aujourd'hui de toute la recherche d'emploi, de toute la partie réseautage aussi, la partie formation, prise d'information, suivi de candidature. C'est vraiment le gros bloc aujourd'hui qui permet d'avancer et de mettre en avant aussi son profil. Je parle aussi de, entre guillemets, réseaux sociaux et base communautaire. Je parle de GitHub pour les développeurs, par exemple. C'est là où, si jamais vous travaillez dans le développement, vous allez envoyer vos travaux dessus pour pouvoir échanger avec la communauté. C'est aussi là où vous allez avoir des informations, des recommandations sur comment améliorer votre code, des rendez-vous sur des communautés, etc. Slack, je ne sais pas si vous êtes déjà utilisateur de Slack, c'est initialement une messagerie instantanée professionnelle. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de domaines. Aujourd'hui, vous avez des communautés dessus sur lesquelles vous pouvez échanger, avec lesquelles vous pouvez échanger, faire du réseautage, par les techniques, par les métiers, par les formations, par les événements, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal d'aller un peu fouiller là-dessus et essayer de trouver quelques communautés qui peuvent être des communautés très intéressantes et qui aident beaucoup aussi dans le partage et dans les offres d'emploi aussi, en direct. Et puis après, j'ai mis 2 outils qui sont intéressants, Google Sheet et Trello, parce qu'on n'y pense pas, mais quand on postule, c'est quand même important de suivre aussi son activité là-dessus. Comme moi, je suis l'activité de mes candidats, je sais que je viens de les contacter, je les rappelle dans 1 semaine, 2 semaines, je leur fais tel retour, etc. De votre côté, en tant que demandeur d'emploi, c'est pas mal d'avoir ce suivi-là aussi, parce que demain, si vous avez 15, 20, 30 annonces sur lesquelles vous postulez, c'est important de savoir où vous en êtes, à quelle étape, ce que vous avez pu leur dire, ce qu'ils ont pu vous dire. Et donc, du coup, ça vous permet de suivre votre activité de demandeur d'emploi ou de personnes en totale reconversion sur des projets et autres. Trouver une offre, du coup, les méthodes assez classiques, il y a les job boards. Je reprends encore une fois LinkedIn, Pôle emploi, les différents sites carrières, Welcome to Jungle, les agrégateurs d'emploi. Je parle de Indeed, Monster, quel job. Il y en a plein. Je vous ai mis quelques éléments sur lesquels vous allez retrouver l'ensemble des annonces, l'ensemble des jobs ouverts que tout le monde met en place. Et il y a une méthode qui est un peu plus dynamique, forcément, celle où vous allez vous-même vous mettre en avant via les réseaux sociaux, travailler, connecter, typiquement sur LinkedIn, en travaillant très bien sa présentation sur son profil LinkedIn, en racontant notamment si on est en totale reconversion, pourquoi, comment, quelle formation, ce qu'on recherche, etc., Twitter et autres comme pour la communication, pour aller chercher aussi du contact. Je vous ai remis les outils communautaires dédiés comme GitHub, Slack, notamment. Et puis, il y a un point aussi qu'il ne faut pas ne pas avoir peur de faire aussi, c'est de contacter directement les équipes recrutement. Alors là, j'ai mis les équipes recrutement, mais ça vaut aussi pour n'importe quelle autre personne dans n'importe quelle société. Si demain, vous avez envie de travailler, je ne sais pas, chez Danone dans leur service IT, chez Deezer à l'équipe data, là, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme LinkedIn, comme Slack, comme autres, où vous pouvez potentiellement avoir le contact d'une personne en direct. Prenez contact avec ces personnes-là, expliquez votre démarche, donnez votre motivation. C'est important et ça ouvre beaucoup de portes au final parce que ça montre aussi votre motivation. Ariel, Faisal, on a eu une petite question Ouais. d'Agnès sur mais comment on recherche les communautés dans Slack? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une invitation au préalable pour être accepté dans un Alors groupe? effectivement, comment on recherche, il y a besoin d'une invitation. Bon, déjà, il faut avoir créer son propre compte Slack. Et évidemment, alors il y a des comptes, des groupes qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans sans être invité. Ça, c'est des groupes qui sont très ouverts où
où en règle générale, il y a un peu de tout. Le mieux, c'est quand même d'aller sur des communautés qui sont privées et demander une autorisation d'entrée. Et à la demande de l'autorisation, en fait, on a un sorte de petit texte qu'on doit mettre, se présenter, et les modérateurs décident oui ou non en fonction de votre motivation et du sujet, de vous intégrer ou pas en interne. On a des Slack diversité inclusion, typiquement, des Slack Women in Tech, on a des Slack recrutement pour ma part, où on échange avec tous les recruteurs sur toute la France et dans le monde, notamment sur les process, les méthodologies, etc. Donc voilà, il faut vraiment les fouiller un petit peu. C'est pas facile, mais c'est intéressant et il faut mettre le nez un peu dedans. Est-ce que j'ai répondu à la question? Absolument, merci beaucoup Faisal. Je vous en prie. Pour postuler, évidemment, il y a la manière très classique, le CV, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est très important. L'objectif d'un CV, c'est vraiment d'être percutant. Aujourd'hui, un CV qui fait 3 ou 4 pages, je vais être très honnête avec vous, moi, je ne le lis pas. Je ne vais pas aller regarder ce qui se passe, ce que vous avez fait il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que vous transposiez bien vos expériences de manière assez courte et en leur donnant la bonne importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous êtes en reconversion professionnelle. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un peu votre parcours, évidemment, passé, comment ça s'est déroulé et comment vous avez pu basculer, je ne sais pas, d'être ingénieur agronome un jour et de vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire de la data, je vais faire de la recherche en tech de manière assez spécifique, et comprendre cette évolution via les formations, via les stages, via les différents jobs que vous avez pu faire par la suite. Et tout ça, évidemment, en choisissant bien son titre aussi de métier. Parce que quand on envoie un CV, on n'envoie pas un CV en disant je veux être développeur. On envoie un CV en disant moi, je veux être développeur PHP, je veux être développeur Java, je veux être data scientist, je veux être data analyst, je veux être recruteur, je veux être commercial, peu importe. Et avec une toute petite présentation en disant, notamment quand on est en reconversion, ce qui est important, c'est que les 3 premières lignes doivent être impactantes, en disant, voilà, je sors de telle formation de 3 mois, avec l'objectif de, etc., etc. J'ai l'ambition de travailler avec vous, et point. La lettre de motivation, comme je l'ai écrit, elle a pour but de déclencher l'envie de vous rencontrer. Pas de phrase toute faite, elle doit être dynamique et montrer qu'on sait à qui on s'adresse. Si on postule en direct sur une job offert sur une annonce, pardon, excusez-moi, je vais éviter de parler en anglais, sur une annonce qui est non personnifiée, du coup, ça sera au nom de la société, donc faire comprendre aussi qu'on connaît la société, etc., etc. Si c'est une personne, la personnalité, évidemment. La lettre de motivation, moi, je ne suis plus un grand fan de ce modèle-là, notamment dans les métiers de la tech, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise peu ou très peu. Il y a certains métiers dans la tech encore qui l'utilisent beaucoup. Ce sera plus des métiers sur de la chefferie de projet, sur des métiers du design, typiquement, où on est un peu moins sur la technique. Là, dans la partie métier tech, en règle générale, on regarde les compétences techniques avant de voir la lettre de motivation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne la lira pas forcément ou qu'elle n'a pas d'utilité là-dessus. L'entretien RH, du coup, l'entretien qui va se dérouler avec moi en règle générale initialement, avant que vous rencontriez les ingénieurs ou autres personnes des équipes techniques. J'ai listé quelques questions sur lesquelles il faut être prêt, pour le coup. La recherche. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes en reconversion? Pourquoi vous avez ciblé 10 heures, par exemple, etc. La motivation, là, c'est très important, c'est de l'autre côté, c'est faire comprendre que votre parcours en reconversion, il est motivé par telle démarche. Donc, il faut vraiment le préparer et être prêt à répondre à cette question. Que savez-vous de l'entreprise? Je reçois beaucoup de candidats aujourd'hui, quel que soit le niveau, hein, même à des niveaux de direction, etc., qui postulent et qui ne font pas forcément l'effort de connaître l'entreprise. C'est un très mauvais point. On ne demande pas de connaître par cœur l'entreprise, mais de savoir un peu ce qui se fait, ce qu'ils font chez eux et être un peu au courant de leur actualité, notamment sur les grands groupes ou des sociétés comme Deezer, évidemment. Typiquement, en entretien, demain, je vais poser la question de savoir quelles sont les dernières informations que vous avez pu obtenir sur la société. Nous, on est rentré en bourse il y a 2 mois.
Voilà, si la personne ne me dit pas « je sais que vous êtes rentré en bourse, je sais que vous avez tel partenariat, etc. », ça ne veut pas dire que ça va être discriminant, mais ça va m'inciter à… Si une autre personne en face me répond de manière plus claire, ça va m'inciter d'aller un peu plus loin avec l'autre personne qu'avec la personne qui ne connaît pas la structure. Parler de vous, c'est jamais facile. Et là, on est dans un cadre, parler de vous au-delà du contexte technique et autres. C'est vous, votre propre personne, quelles sont vos passions, comment vous vous voyez, quel type de personne vous êtes, voilà, enfin, tout ce qui concerne votre personne au-delà du cadre professionnel. C'est important de le préparer pour préparer un peu de se préparer là-dessus et de pouvoir y répondre de manière soit synthétique, soit développer un vrai discours là-dessus pour être à l'aise. Un autre point qui est important, savoir poser des questions pendant l'entretien. Quelqu'un qui est linéaire, qui ne fait que répondre à nos questions en entretien, ça nous fait un peu douter. Aujourd'hui, une personne qui finit l'entretien, à qui je demande « Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé de cet entretien ?» Au-delà de la question « Oui, comment se passent les prochaines étapes, etc. » évidemment on donne. Aujourd'hui, la curiosité, c'est un point important, surtout dans le cadre d'une reconversion. Je ne comprendrais pas en tant que recruteur que la personne ne s'intéresse pas à, je ne sais pas, quelle est la structure de l'équipe, comment vous faites, est-ce que vous avez déjà eu des personnes en reconversion, combien de femmes, enfin, plein de choses, plein de questions qui peuvent venir. Il y a tellement de choses à savoir sur une structure et une société qu'on va potentiellement intégrer qui sont importantes qu'il faut poser ces questions initiales. Le C'est salaire clair. aussi également. Ouais. Excuse-moi, sur la question avant des salaires, il y avait pour se faire connaître. Est-ce que Oui. les salons pro, ça peut être une bonne idée pour se faire connaître? Alors, tout est bon pour se faire connaître. Les salons pro sont très bien aussi parce qu'en règle générale, sur les salons pro, typiquement, moi, j'en fais régulièrement. Là, je vais faire des salons sur des salons spécialisés pour des développeurs. Bon, on est présent, l'équipe recrutement, on est là, donc ça vaut le coup de passer, proposer son CV. Et c'est un moment aussi qui est pertinent parce que on a le temps de parler avec les gens. On est là pour ça et on peut échanger et c'est assez informel, donc du coup, c'est plus facile. Et c'est intéressant de le faire, ouais. Faire des salons, faire des forums, des événements, ouais, il faut être proactif évidemment et ne pas hésiter à le faire. Ça fait partie complètement de la démarche de recherche d'emploi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour aller de salaire. Alors, salaire, c'est important aussi de savoir ce qu'on vaut sur le marché aujourd'hui. Alors, avec des personnes en reconversion professionnelle, je ne connais pas toutes et tous votre parcours. Du coup, il y a des profils très, très différents. Mais aujourd'hui, une personne qui est en reconversion après juste 3 ou 4 années d'études n'aura pas le même impact sur son niveau de vie, son niveau de salaire qu'une personne qui a aujourd'hui 45 ans, 50 ans, qui a un parcours où on a eu un certain niveau de confort de vie, etc. Demain, se dire, bah, tiens, je vais repasser sur un job de développeur. Je vais passer je ne sais pas, je dis des chiffres au hasard, de 50 000 € à l'année à 28 000 €. C'est des choix qui sont importants et précis, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Négocier, expliquer son salaire, c'est aussi y se préparer, c'est aussi savoir connaître sa valeur. Demain, par exemple, je prends le métier de chef de projet. Où vous allez très bien pu travailler chez Carrefour en tant qu'équipier, magasinier, chef de rayon, par la suite être directeur d'un magasin. Ça se vend. C'est-à-dire que vous avez quand même cette expérience de gestion de projet, de gestion d'équipe, de management, etc. Peut-être pas dans un environnement tech, mais les compétences initiales requises pour ce poste-là, elles sont là. Après, c'est une question d'acculturation et de compétences métiers que vous allez récupérer liées à la tech. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'on va redémarrer en bas, tout en bas de la chaîne. Et ça, c'est très important de le savoir et de bien le garder. Un autre point aussi, et ça, je m'adresse aux femmes, surtout exclusivement aux femmes là-dessus. Encore à ce jour, des sujets en termes de rémunération. J'ai beaucoup de femmes qui se sous-évaluent par rapport à un niveau de compétence ou par rapport à un poste. Aujourd'hui, je pense qu'on doit passer au-delà de ça, et ça passe aussi par vous, mesdames, de ne pas hésiter à connaître, comme je disais, connaître sa valeur et ne pas se dévaluer face à un poste. Aujourd'hui, on a encore des écarts de 4 à 5 000 € quand je demande des salaires pour un poste égal qui se font, mais presque naturellement. C'est-à-dire que si moi, je leur dis pas non, le poste c'est tant, elles ne le demanderont pas. Donc là-dessus, il faut être
il ne faut pas être résidente et connaître les environnements et connaître enfin, ce que je voulais dire surtout, c'était aussi d'aller chercher des informations via les réseaux, via des amis, via des collègues, pour connaître la valeur sur le marché aujourd'hui pour un tel ou tel poste. Ça, vous pouvez les trouver. Il y a énormément d'informations sur Internet aussi là-dessus, avec des fichiers entiers de niveau de salaire par rapport à la seniorité, etc., qui peuvent vous permettre de vous baser par rapport à votre nouveau métier qui va arriver. Et je sais que c'est compliqué de connaître ce point-là. Faisal, c'est justement Ouais. une des questions que j'ai reçues. Je pense que c'est un petit peu lié à ce que tu viens de dire. Louisa qui nous demande, est-ce que l'âge peut être un frein dans le digital, puisque les équipes ont souvent une moyenne d'âge de 25-35 ans. Et je pense Ouais. que c'est un peu lié au frein que tu disais, que tu mentionnais tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, pour être clair, non, il n'y a pas de problématique d'âge. Moi, je vois des gens de tout âge et on recrute des gens de tout âge. Alors, évidemment, il y a des secteurs d'activité qui seront un peu plus jeunistes, mais ça, c'est voilà, forcément dans les environnements start-up, etc. On a beaucoup une génération un peu plus jeune, etc. Mais on va y venir aussi. Mais aujourd'hui, dans d'autres structures, des ESN, typiquement des structures comme Tata, Capgemini, Sopra, etc. Aujourd'hui, il y a pas n'importe qui peut trouver un emploi et se reconvertir. Il n'y a pas de problématique. Là, c'est vraiment mental, hein, pour le coup. Là, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Merci. Aujourd'hui, on est en recherche de compétences plus que d'âge. Ce n'est pas un sujet là-dessus. Merci. Mais de rien. Et donc, suite à cet entretien RH, le next step, forcément, dans les métiers de la tech, c'est le test technique, qui est quasiment systématique. Qu'est-ce qu'un test technique? Alors, il peut être sous un format live, donc en direct. Vous allez vous retrouver à une table avec un ingénieur, un chef de projet, sur un sujet bien précis de développement, de gestion de projet, de management, des cas à dérouler en live avec eux, avec un jeu de questions-réponses. Quand je dis des cases, pardon, je les ai mis en anglais, je suis désolé. Case, c'est des sujets, des cas pratiques, pour le coup, qu'on envoie au candidat à la maison avec une thématique et le candidat a une semaine pour réaliser cette thématique et présenter le sujet. Et qui est suivi d'un échange avec les autres équipes. Alors, comment s'y préparer à ces tests techniques? Quand on vous les envoie ou que vous êtes en live, peu importe, il y a un point qui est important, c'est pas parce qu'on vous envoie un énoncé que vous devez vous dispenser de revenir vers l'envoyeur et lui poser des questions. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. Ne pas hésiter à revenir à la personne, typiquement sur un test technique, sur un langage pour coder en développement. On vous envoie le sujet, mais on ne vous a pas précisé le code, quel est le code à utiliser, quel est le langage à utiliser, pardon. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut ne pas hésiter à revenir à la personne, ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure qu'on fait le test. Au contraire, les recruteurs côté tech sont très intéressés par ce sujet-là parce que ça leur permet de voir un peu votre réflexion, comment vous interagissez, etc. Donc, il n'y a jamais de piège. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le test technique n'a pas pour but d'être fini, parce qu'il sera le même quasiment pour un profil junior, un profil senior. En fait, il a pour objectif d'évaluer votre niveau de compétence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de finir un test technique, ce n'est pas grave. C'est juste que en fait, votre niveau à ce jour vous permet d'aller jusqu'à ce point du test technique. Et personne ne va vous juger là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que nous, ça nous permet de vous positionner. Et vous, ça vous permet de vous positionner et de vous améliorer aussi en découvrant d'autres choses justement sur ces tests techniques. Voilà pour cette partie-là, du coup. J'ai peut-être un point que j'ai oublié. Non, je pense que je suis bon là-dessus. Ouais, si vous finissez pas le test, Ouais. n'hésitez pas à envoyer une espèce de rapport. Voilà ce que j'ai voulu faire, j'ai pas réussi, Ouais. mais ça montre qu'au moins vous avez les bons réflexes. L'objectif, c'est vraiment l'échange, hein. Donc l'échange, il est permanent et dans le monde de la tech, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication entre les équipes, c'est le quotidien, ça ne peut pas avancer. Donc le leitmotiv, c'est vraiment l'échange initial là-dessus. Et pas avoir peur, hein, vraiment pour le coup, de dire encore une fois, je ne sais pas, c'est pas un sujet. C'est un métier, on apprend tous les jours. Même les gens qui sont depuis 15 ans dans l'IT sont confrontés à des nouvelles technologies en permanence. Ils sont en train d'apprendre aussi et souvent,
ils recrutent des gens qui ont des compétences qu'eux-mêmes n'ont pas aussi. Donc, ne pas hésiter à poser des questions et ne pas avoir peur de se préparer là-dessus. Et moi, tous les jours, je demande de l'aide à mes collègues. Il y a ça qui bug, aide-moi à débugger. Je ne sais pas faire. C'est comme ça. Hein. Et on a des questions en fait qui Ouais. sont dans le chat notamment. Bon, d'une part, comment on développe ses compétences après une formation par exemple? Comment on se prépare un test technique? Il y a Niessé qui était plutôt surprise du fait que par exemple dans les métiers de la data, il y a peut-être aussi des tests techniques. Et quand ils sont en live, est-ce que on a le droit d'avoir des notes? Est-ce que c'est purement nous et le recruteur au moment du test technique? Comment ça se passe? Alors oui, dans la data, il y a des tests techniques. Alors, plusieurs conseils. Déjà, si on vous prévient à l'avance que tel jour, il va y avoir un test technique, vous pouvez poser un max de questions, quel sera le langage, etc. Bon, s'ils veulent faire ça en mode surprise, ils peuvent refuser de répondre, mais ça sera jamais mal vu que vous posiez une question pour vous préparer. Une fois que vous avez des détails, en vrai, vous pouvez avoir, par exemple, un espèce de code déjà tout fait avec les fonctions moyennes, écart type, des trucs comme ça, pour pouvoir les utiliser après pendant le test. Je ne sais pas si je réponds à toute la question. Les tests en live, à vrai dire, j'en ai jamais vu. Je pense que chez Deezer, on évite parce que c'est pas du tout représentatif de comment tu vas travailler. On en a en live. En fait, chez Deezer, on a les deux en fonction des métiers. Parce qu'il y a des métiers sur lesquels on peut faire le test en live, typiquement les métiers sur du management technique ou sur des profils où la connaissance, tu l'as ou tu ne l'as pas, donc on te les pose en direct. Après, sur la partie développement, c'est souvent des sujets qui sont envoyés à la maison. Ça peut être aussi en live. Quand c'est en live, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec votre matériel informatique dans un environnement spécifique, avec la personne en face de vous qui vous regarde quand il vous pose la problématique, comment vous déroulez, comment vous déployez votre code, votre réflexion, l'architecture que vous choisissez, etc. Et encore une fois, ils ne sont pas sur votre dos, sur votre épaule en train de regarder ce que vous faites. Hein. Ils sont là en train même à vous accompagner, à vous donner des indices et vous aider un petit peu sur les sujets. Et c'est le moment aussi d'échange, encore une fois, où vous êtes face aux personnes quand c'est en live. C'est-à-dire que c'est le moment où vous pouvez leur poser des questions complètement et ils vous répondront. Ce ne sera pas une surprise. Vous n'allez pas rentrer dans une salle tout seul avec deux personnes qui vous regardent dans le blanc des yeux et qui vous font transpirer pendant 30 minutes, quoi. Ça, c'est sûr. Sur les cases, c'est toujours encore une fois, c'est très varié. Sur de la data, moi, j'ai envoyé des cases qui étaient à préparer en amont à la maison. Et après, c'était une simple présentation, un déroulé du projet qui était présenté avec des questions-réponses qui étaient effectuées avec les équipes. Et ça fonctionne à peu près pareil partout là-dessus. Est-ce qu'on a répondu un peu aux questions ou pas, du coup? Absolument, absolument. Oui. Je pense que ça attise beaucoup de curiosité. Donc, sur les cas particuliers, on reviendra plus tard si on a le temps. Ouais. Mais voilà, là, c'était des questions générales. Merci. Pas de problème. Du coup, de mon côté, sur la partie RH, etc., c'est terminé. On voulait vous présenter et Ariel va vous les présenter quelques profils un peu atypiques. On a une petite vidéo à vous montrer aussi à la fin. De personnes qui ont des parcours un peu atypiques chez nous. Alors, je vais quand même être précis, chez Deezer, c'est assez particulier, on a des gens en reconversion, mais malgré tout, on est encore une fois, le monde un peu de la start-up, etc. Et donc, on a quand même beaucoup de gens qui ont des backgrounds avec des bac+5, bac+6, voire plus, etc. Et c'est plutôt rare d'avoir des gens qui ont évolué sur la reconversion professionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ça ne se fait pas et que ça ne va pas se faire au fur et à mesure chez Deezer. Et on a des projets justement pour évoluer là-dessus. Yes. Alors, plusieurs profils atypiques chez Deezer. Le premier, Clémence. Bon, alors, ce qui est marrant dans son parcours, c'est qu'elle a fait une prépa littéraire. Et puis ensuite, elle a fait un peu le parcours classique, école d'ingénieur, mais elle a quand même un master en économie, donc elle s'est un peu cherchée, etc. Maintenant, elle est data researcher, donc elle travaille dans l'équipe de recherche et développement. Ensuite, on a un peu plus originaire, on a Angela qui a d'abord voulu être architecte. Ensuite, elle a fait de l'administration des affaires et ensuite, elle a travaillé plusieurs années dans des casinos. Et après, elle a repris ses études et elle a fait un master en big data. Et donc, depuis, elle est data analyst chez Deezer. Alors Théo, lui, dès qu'il a eu son bac, il est parti en Angleterre. Il a cherché du travail. Il a réussi à trouver un poste chez Burger King pour travailler de nuit.
Ensuite, il a voulu travailler dans l'assurance. Donc, d'abord, il a été coordinateur d'assistance médicale et ensuite, il a eu une promotion et il s'occupait des gestions de réclamations. Donc, il est resté dans cette assurance pendant 2 ans. Puis, il est retourné en France pour recommencer ses études. Il a essayé de faire une licence d'informatique. Donc, il me semble qu'il a raté son 2e semestre, mais il a quand même pu faire un stage chez Deezer. Et après, il a été pris en CDI chez Deezer. Du coup, il n'a même pas de licence, mais voilà, maintenant, il est QA analyste. Et je lui ai demandé s'il y avait peut-être eu un déclencheur qui fait qu'il a été pris chez Deezer malgré sa reconversion, un truc qui aurait plu au recruteur. Il m'a dit: «Mon avis sur le sujet est que mon parcours reflète sûrement un côté autonome/démerde. En plus, mes précédentes expériences pouvaient être approchées à de la QA, puisqu'il analyse des échanges entre le client et l'équipe pour déterminer comment agir et quelle amélioration apporter dans le service, multitasking, etc. Côté technique, vu que c'était un stage, j'ai pas vraiment eu de test technique. J'avais fait plusieurs projets d'études et un projet perso qui les a fait rire. Je pense que ce projet montrait mon côté fun. Mais pourquoi ils m'ont pris plutôt qu'un autre, je sais pas. Je dirais pas mal d'honnêteté aussi. Une phrase que mon recruteur m'a dit quand j'étais dans l'équipe: «Tu as peut-être pas de savoir-faire, mais tu as du savoir-être». C'est bête, mais je repense souvent. Voilà. Ensuite, on a Suna. Alors elle aussi, elle a fait beaucoup de choses. D'abord, elle a fait des études de management d'entreprise publique et de la littérature anglaise en Corée. Ensuite, elle est partie aux États-Unis pour faire un stage en ressources humaines. Elle est retournée en Corée, là, elle a été chercheuse en économie. Ensuite, elle a travaillé dans une entreprise alimentaire où elle a fait de la gestion de support pour des branches de 3 pays différents, donc voilà. Ensuite, elle a fait du tourisme en Corée, donc elle était responsable d'organisation de voyages d'affaires. Puis elle est arrivée en France, à Paris, pour faire du management de projets internationaux. Un autre stage en tourisme à Paris et ensuite elle a fait l'école 42. Puis elle a fait un 1er stage en tant que front-end développeur et ensuite elle est arrivée chez Deezer pour être back-end. Donc même après sa reconversion dans la tech, elle s'est encore un peu cherchée, un coup front-end, un coup back-end, donc voilà, c'est possible. Et pareil, je lui posais la même question sur la slide d'après. Ouais, pardon. Donc qu'est-ce qui elle pense a fait qu'elle a été prise? Donc elle pense que c'est ses expériences à l'international et aussi le fait qu'elle a de l'expérience en gestion, qu'elle communique bien. Heu et ouais et elle a beaucoup d'expérience dans plein d'industries différentes, donc elle pense qu'elle a un bon esprit d'entreprise pour plein de projets différents et elle pense que c'est ça qui a poussé les recruteurs à la prendre. Dernier exemple, c'est Laura et là, il y a une petite vidéo. Si, excellent. Oui, alors moi c'est Laura. Je suis dans l'équipe Tooling, une équipe qui met en place des outils internes pour Deezer. Et je suis développeuse en software. Et je suis chez Deezer depuis septembre de l'année dernière. C'est vrai? Non. Dans les métiers de la tech, Mhm. on constate beaucoup de biais envers les femmes. Comme tu le disais, vous êtes assez peu représentées dans ces métiers-là. Toi, tu as peut-être vécu des choses directement, ou tu as été témoin de choses, ou tu as entendu des choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de biais les femmes peuvent rencontrer spécifiquement dans les métiers tech? Ce qui me vient en premier, c'est le manque de légitimité. On va pas se sentir légitime pour prendre la parole, on va se sentir moins bien que les hommes parce que on a une représentation, on a justement un biais qui fait que on va se dire la tech, c'est scientifique, c'est mathématique, et on est moins représenté dans ces domaines-là. Il y a moins de femmes vers lesquelles on peut se tourner, de modèles. Et moi-même, en fait, je suis en reconversion. Donc, avant, j'étais dans l'enseignement. Et c'est vrai que je ne pensais pas à cette filière-là parce que je me disais, c'est pas pour moi, c'est trop scientifique. Alors qu'en fait, être développeuse, finalement, c'est comme apprendre un langage. Et j'étais prof d'espagnol et ça me parlait tout de suite, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, Laura, et tu parles de role models. Et ce que tu fais là et ce que tu viens nous apporter en te reconvertissant dans un métier dont tu dis il n'est pas forcément très attirant pour les femmes parce que bizarrement, on se dit que les matières scientifiques ont un genre.
elles n'en ont pas. Est-ce que tu veux bien nous parler, parce que tu as intégré Deezer via… Donc voilà, Oui, alors, moi, c'est Laura. témoignage de Laura, qui était prof d'espagnol et qui maintenant est software engineer chez Deezer. Du coup, on a déroulé toute notre présentation. C'était juste un support pour vous amener à nous poser des questions. Maintenant, on est restricté. On est tout à vous. Alors, on en a déjà quelques-unes que j'ai gardées sur le côté pour vous. Notamment, donc, on avait des questions vis-à-vis de cas personnels, donc qui peuvent être un petit peu portées, notamment beaucoup de questions sur comment on peut se démarquer dans les candidatures. Est-ce que avoir un portfolio, c'est se démarquer plus? Est-ce qu'il y a des moyens avec lesquels on peut vraiment avoir à coup sûr, ou en tout cas un vrai impact? Tu avais parlé aussi des CV qui claquent au début, Faisal, et donc il y avait des questions sur comment est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait voir un CV qui claque? Est-ce que tu as des exemples? Donc il y a quelques petites questions comme ça qui étaient un petit peu plus difficiles à vous poser au début, mais qui ont suscité de la curiosité. Alors malheureusement, j'aurais pas de CV à vous présenter tout de suite. Je suis désolé parce que j'en ai aucun et que j'ai pas anonymisé un peu tout ça. Je pourrais pas le faire, c'est malheureusement comme ça. Mais effectivement, alors je reprends un peu au départ, on parlait de portfolio, etc. Bah, typiquement pour les métiers informatiques qui sont liés à tout ce qui est un peu artistique, design, autour du produit, etc. Évidemment, présenter un portfolio, c'est important. Montrer de quoi on était capable, ce qu'on a fait notre travail. Je ne sais pas si on a créé un site web vitrine pour perso ou pour le copain ou pour une société. C'est bien de les mettre en lien, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ce qu'il faudrait mettre obligatoirement sur son CV, notamment quand on est développeur, il y a GitHub, par exemple, où on a, en tant que développeur, je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir au moins un accès là-dessus pour pouvoir présenter un peu son travail, son niveau sur les différents langages, etc. En tant que chef de projet, mettre un peu typiquement les certifications qu'on a. Est-ce qu'on sait ce que c'est l'agile? Est-ce qu'on sait ce qu'est le Scrum? Vraiment mettre un peu en avant toutes les compétences qui peuvent apparaître, mettre en lumière assez rapidement le profil. Après, le portfolio, c'est pour tout le monde, hein, au global. Ça peut être visuel, ça peut être un petit fichier en parallèle en plus. Voilà, ça peut être intégré à la lettre de motivation aussi, par exemple. C'est là où elle sera pertinente aussi, la lettre de motivation. C'est de dire, voilà, je suis passionné, j'aime l'environnement de la musique, j'ai fait tel projet, j'ai eu une réflexion sur une micro-application streaming perso chez moi, etc. etc. Donc oui, effectivement, le portfolio et le maximum d'informations interactives, en fait, je dirais, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Alors, on avait aussi une question qui était plutôt sur les compétences en anglais, que beaucoup d'annonces aujourd'hui dans les métiers numériques et digitaux demandent de savoir, d'avoir un bon niveau d'anglais, mais comment faire, posait Carmen comme question. Comment faire? C'est comme tout. Hein. C'est large, hein, c'est vaste. Comment faire? Oui, effectivement, dans beaucoup de métiers des environnements IT, évidemment, on va vous demander beaucoup d'anglais. Pourquoi? Parce que l'environnement et les langages, dans les 3/4 du temps, et on est confronté à des équipes internationales quasiment en permanence, donc du coup, l'anglais est nécessaire. Après, il y a niveau d'anglais et niveau d'anglais. Il y a le niveau technique, où on peut se faire comprendre et écrire un petit peu et faire valider son code, etc. Et après, il y a le niveau où on arrive, où on est en réunion, en échange, en partage, etc. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit un frein, surtout en France, hein, pour le coup. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent, d'ailleurs, en bénéfice pour les employés, des cours d'anglais ou d'autres langues, etc. Nous, typiquement, quand on intègre des gens qui ne sont pas français, on leur donne des cours de français. Et quand on a des gens qui n'ont pas le niveau adéquat aujourd'hui en anglais, pour être à l'aise dans les environnements de Deezer, on a des cours aussi qui sont donnés. Alors, si on soit des cours qui sont en individuel avec une personne originaire de la langue, soit en payant des cours. Après, l'avantage aujourd'hui, l'anglais, très honnêtement, on a plein d'applications, plein de solutions où on peut déjà un peu s'auto-former et il ne faut pas avoir peur de pousser le sujet un petit peu avant d'arriver parce que c'est clairement important aujourd'hui. Si on ne comprend pas à minima, si on n'arrive pas à lire à minima et à rédiger un petit peu, de parler, ce n'est pas un problème, mais lire et rédiger un petit peu, je
pense, serait nécessaire malgré tout. On a beau tout vous dire, mais c'est quand même nécessaire. Et en plus, quand tu codes, en fait, tous les messages d'erreur, ils sont en anglais. Et il faut les copier dans Google et la plupart des réponses sont en anglais. Enfin, franchement, si tu veux une réponse pertinente, il faut faut taper la question en anglais. Moi, toutes mes recherches Google sont en anglais parce que c'est comme ça que les devs communiquent. Et il y a quelques réponses en français, mais c'est rarement là que je trouve ma réponse. Ouais. Donc, rien que pour ça, c'est bien d'avoir des notions. Et puis après, ça dépend de l'équipe. Nous, à la recommandation, on n'a pas forcément besoin de communiquer en anglais, mais les data analysts qui travaillent côté business, ils ont tout le temps des présentations à faire à plein de différents acteurs qui, la plupart, parlent anglais. Donc là, Oui, pour le coup, il suffit d'avoir une structure, comme nous disait, on est présent dans plein de pays, du coup, forcément, à un moment ou à un autre, on est confronté à des équipes internationales et même des clients, tout simplement. Demain, même en tant que développeur, si vous mettez un développeur indépendant, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelqu'un, si vous mettez sur un portail de compétences en mode freelance, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui vous appelle de Corée pour vous proposer une mission ou un job. Et là, le point de communication, il se fera dans une autre langue, forcément. Donc, c'est bien d'avoir un minimum de formation là-dessus. Alors, je comprends que ce soit compliqué, mais je pense que c'est important de valider ce point. Ensuite, on avait donc toujours un petit peu lié aussi à ces compétences. Est-ce qu'il y avait des certifications particulières que vous recommandiez pour l'anglais qui, du coup, étaient arrivées avec cette question? TOEIC, TOEFL, TOEIC, je dirais. TOEIC, de manière assez classique, ça vous permet déjà, il y a des formations qui permettent. On parle beaucoup du CPF en ce moment, et si vous avez encore un peu de crédit sur le CPF, il y a des cours là-dessus qui permettent de passer le TOEIC à la fin, des formations intensives. Et après, valider, qui vous donne un niveau officiel de capacité de langage. Après, on ne le demande pas forcément. Il y a certains postes où c'est obligatoire. On demande votre niveau en TOEFL ou TOEIC, mais en règle générale, on fait un test anglais directement en entretien et on voit tout de suite si la personne est à l'aise ou pas. ouais. Et D'accord. pour info, en France, c'est impossible d'être ingénieur, d'avoir un diplôme d'ingénieur si tu n'as pas ton TOEIC. C'est un diplôme obligatoire pour être ingénieur. Voilà. C'est pour info. Ensuite, on a eu des questions de personnes qui sont plutôt dans des profils de reconversion et qui Ouais. ont pas encore réussi à avoir de l'expérience pertinente parce que elles regardent les offres publiées et souvent c'est 2 à 5 ans d'expérience et qui sont pas encore arrivées au cap de 1 à 2 ans d'expérience pour réussir Ouais. à se justifier. Comment elles pourraient se démarquer? Quels seraient les Bah, conseils pour elles? là encore une fois, c'est ce que j'avais annoncé l'initial, c'est-à-dire que même si on n'a pas toutes les compétences, il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a 1 an, 2 ans d'expé qu'on ne peut pas postuler sur un poste avec une personne de 2 à 5 ans. Parce qu'en fait, si vous voulez, les annonces, c'est un prototype du profil que le manager souhaiterait avoir dans son équipe. Mais la réalité n'est jamais celle-ci, en fait. Moi, je le vois à tous les recrutements que je fais. Les managers viennent me voir avec une fiche de poste en me disant je veux telle compétence, je veux tel type de profil, telle compétence humaine, telle compétence technique. Mais dans la réalité des faits, c'est une personne qu'on recrute. Donc du coup, c'est un fit, c'est une rencontre, clairement. Et ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable d'avoir des gens qui avaient beaucoup moins d'expérience qui ont été pris, et également, dans le sens inverse, des gens qui avaient des très grosses expériences qui ont été pris sur des postes où on n'imaginait pas que le poste pouvait être aussi important dans les équipes. Donc aujourd'hui, ça m'est arrivé la semaine dernière, on a recruté un développeur à iOS, donc Apple, dans les équipes. Et c'est un profil extrêmement junior. C'est quelqu'un qui a fait, qui est arrivé, qui a fait un bootcamp. C'est une formation accélérée de 3 mois. C'est quelqu'un qui a fait des maths, du coup, forcément, donc il avait cette facilité, mais qui a fait juste 3 mois, donc il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, etc. Et qui arrive sur un poste de junior chez nous, alors qu'on demandait 3 ans d'expérience. Juste qu'on est tombé sur une personne, la mentalité, l'esprit, sa motivation nous ont convaincus, quoi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, encore une fois, d'envoyer son profil. Et encore une fois, quand vous envoyez votre profil, de bien mettre en avant votre motivation, quoi, là-dessus, sur le CV ou dans le mail que vous envoyez au recruteur ou à la personne concernée.
Ça a ouvert une boîte à questions, hein. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui, du coup, posent la question. Donc, exactement ce que tu disais, après avoir fait une formation de 4 mois dans le digital, est-ce que ça a autant de poids qu'avoir fait un bac+5 auprès d'un recruteur? Est-ce que vous, chez Deezer, vous avez des partenariats avec des organismes de formation pour directement proposer des alternances ou des choses comme ça? Donc, Ouais, il y a pas mal de questions autour de ça. alors nous, sur l'alternance, on est en partenariat avec une école en particulier. Après, on n'est pas fermé aux autres écoles, hein, attention, hein, c'est pas le sujet. Nous, on est avec Adatech School. Et justement, la fille de la vidéo que vous avez vue, c'est une fille d'Ala Tech School. Voilà, donc ouais, chez qui on a des apprentis, mais c'est pas les seuls. On a des écoles à Bordeaux, des écoles à Paris, un peu partout, qui travaillent avec nous. Et ouais, on fait pas mal d'apprentissage. Je pense qu'on a une trentaine de personnes sur un effectif de 600 personnes qui sont des apprentis, ce qui est pas mal quand même, pour le coup, avec pas quelques des stagiaires aussi. Et effectivement, faire des bootcamps, comme on parlait, des formations de 4 mois à 6 mois, à 3 mois. Bon, évidemment, il faut tomber. Un diplômé ingénieur qui aura 3 ans d'expérience aura forcément un peu plus de chances que quelqu'un qui vient de faire juste 3 mois de formation. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Moi, je pense que c'est important de faire ça et derrière, quand même, continuer à travailler sur un projet de stage avant de vraiment chercher un métier, parce qu'il faut quand même montrer on a été jusqu'au bout dans la démarche. C'est-à-dire que, OK, on a fait la formation de 3 mois, mais normalement, avec ces organismes-là, je ne sais pas, on peut parler de Ironhack, de d'organismes différents, qui, eux, proposent directement avec des partenariats avec des startups ou des grands groupes pour intégrer leurs étudiants dans des pôles en direct chez les clients pour qu'ils apprennent le métier sur le tas en direct. Donc ça, c'est important. Il faut le faire. Il ne faut pas juste faire une formation en ligne et attendre que ça se passe. Il faut aller vraiment essayer de reprendre comme quand on était tout jeune étudiant, tout simplement, si on a eu la chance de le faire, ou il faut aller faire des stages. Voilà. Avancer un petit peu, même 2 mois, même 1 mois, ça montre qu'on a été, on a vu un peu l'envers du décor et ça nous permet d'être crédible quand on passe des entretiens par la suite et pas juste d'être dans un process un peu, on va dire, universitaire, scolaire, quoi. Est-ce que j'ai répondu à Super, toutes les questions? ouais, absolument. Après, juste, je mentionne aussi, en passant, Social Builder, on fait exactement la même chose. Ici, on a des formations de 4 mois et on fait en sorte aussi que toutes nos apprenantes puissent avoir Oui, un voilà, stage à voilà. la fin. On encourage fortement les stages. Pareil, on a des formations directement avec des entreprises, donc pas encore des heures, mais peut-être que ça viendra. Donc d'avoir des formations, on a la partie vraiment intensive et ensuite une formation en alternance. C'est quelque chose qu'on fait assez fortement pour favoriser l'insertion. Et j'ai aussi parmi les autres questions qui étaient posées, c'était par exemple, c'est bien de dire qu'il faut oser, qu'on va se lancer, mais parfois c'est un petit peu difficile de se positionner, par exemple, sur le salaire. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont beaucoup plus sur la transparence? Est-ce qu'on peut poser des questions un petit peu plus pour estimer combien le recruteur il pourrait mettre dans un poste? Oui, 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 moi je réponds. J'ai des budgets. Enfin, on ne les met pas forcément en annonce parce qu'en France, on n'a pas encore cette culture-là. Mais dans les pays anglo-saxons, les salaires sont affichés directement sur les annonces. Et moi, j'ai aucun problème à dire à la personne le budget que j'ai pour le poste et la fourchette de budget. Ça ne veut pas dire que si je lui dis entre 40 et 50, que la personne va avoir soit 40, soit 50. C'est une question d'évaluation auprès sur le parcours d'entretien, de compétences. Et ça peut être plus, ça peut être moins aussi si on constate que la personne est vraiment beaucoup plus junior. Non, non, il n'y a aucune hésitation à faire. Et encore une fois, là-dessus, les gens ne posent pas de problème. Il y a des sites de partage. Il y a un site qui s'appelle Glassdoor, par exemple, où vous avez des avis qui sont posés sur les entreprises. Vous voyez à peu près la grille des rémunérations aussi, à tel niveau. Vous avez aussi une visibilité sur quelle est l'ambiance au sein de la société, etc. Et il y a plein de cabinets de recrutement qui partagent tous les ans des sortes de livres blancs avec les niveaux de salaire actuellement dans la tech, qui sont renouvelés quasiment tous les 3-4 mois. Et après, c'est une mouvance qui est assez intéressante dans l'environnement de la tech en termes de salaire, c'est que c'est évolutif. C'est tous les ans, il y a des changements. Tous les ans, il y a des nouveaux métiers. Tous les ans, il y a des requalifications de métiers. Et c'est un monde qui est très vivant pour le coup là-dessus. Et donc,
la réalité d'aujourd'hui ne sera pas forcément la même demain. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé mon travail de recruteur, les développeurs gagnaient déjà bien leur vie. Aujourd'hui, ils gagnent très, très, très bien leur vie, comparé en 10 ans d'écart. Alors qu'il y a des métiers qui gagnaient très bien leur vie par rapport aux métiers de développeur. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en dessous en termes de rémunération, alors qu'ils ont autant d'importance. Mais c'est une question de pénurie aussi, de nombre de postes qui sont ouverts, etc. Voilà. Donc du coup, faut se lancer, faut oser. Comme pour tout, faut poser la Il question. n'y a aucune question qui est problématique. Et encore une fois, la question de salaire, c'est bien de se préparer, comme je disais dans la présentation, de savoir ce qu'on vaut à peu près, de faire une étude sur le marché, etc. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, pendant l'entretien, le candidat doit poser des questions et ça en fait partie. Je pense que si le candidat vient vraiment en me demandant c'est quoi votre budget pour le poste, je ne vais pas lui dire non, ça ne te regarde pas. Si, ça te regarde justement, c'est important et du coup, on va en parler, oui. Après, je sais que tout le monde n'a pas cet usage pour l'instant, mais ça fera pas de mal de poser des questions. Et en même temps, si on ne répond pas par rapport au salaire, on vous dira si vous êtes dans la fourchette ou pas de salaire qui est demandé. Ensuite, on avait une question qui était plus pour Ariel cette fois-ci, puisque c'est Yvette qui fait une formation pour être data analyst, qui a fait une formation pour être data analyst, qui la pose. Elle dit, mais comment on se positionne si on n'est pas expert d'un logiciel exigé, par exemple en data stack? Je pense qu'on peut l'ouvrir à toutes les autres questions aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se positionner quand on n'est pas expert sur un logiciel donné? Je pense qu'il faut apprendre. Enfin, je sais que les data analysts utilisent beaucoup SQL, par exemple. Je sais pas si c'est ça que tu appelles logiciel. Enfin, moi, j'appellerais plutôt ça un langage. Mais et le SQL, ça s'apprend sur Open Classroom. Et franchement, une fois que tu maîtrises ça, après, là, les data analysts de chez Deezer, ils utilisent aussi un logiciel qui s'appelle Tableau. Je pense que tu peux carrément arriver en entretien et ne pas connaître Tableau, mais comme tu te débrouilles en SQL et que de toute façon, tu apprends vite, la preuve, dans telle expérience, tu as réussi à faire ci, ça, machin. Et après, il n'y a pas de souci. Après, il faut avoir un peu les bases. Le SQL, c'est important quand tu vas être data analyst. Il faut avoir après un esprit d'analyse, se poser des bonnes questions, être curieux. Voilà. Et justement, où est-ce qu'on va chercher ces compétences? Est-ce que vous avez des ressources? C'était aussi une question qui avait été posée pour s'améliorer, pour toujours aller un petit peu chercher plus loin les compétences. Est-ce que vous avez des ressources que vous recommandez? Moi, je connais bien Open Classroom. Je vais vous l'écrire dans le chat. Mais ouais, moi, je me forme sur Open Classroom. J'avoue, je ne connais pas trop d'autres sites. Mais franchement, vous tapez apprendre tel langage en ligne. Et encore une fois, je remets sur la table Slack, du coup. Où là, vous avez, notamment pour la partie data, il y a des grosses communautés et évidemment, il y a des gens qui se proposent pour faire du mentoring, qui prennent du temps pour ça aussi. Et il ne faut pas hésiter à communiquer et même envoyer des questions ouvertes. Les gens vous répondent en règle générale sans problème. Et il me semble qu'encore une fois, chez Social Builder, il y a des ateliers selon les besoins, auxquels on va sûrement participer. On a des formations de data analyst, notamment pour, là, c'est dans le 92 et Paris que l'on a des formations qui vont être justement cet automne. Donc, n'hésitez pas à vous positionner dessus. C'est directement sur la page Social Builder. Mais plus généralement aussi, enfin non, moins généralement, on a eu quelques questions. Enfin, attendez, je vais choisir laquelle vous poser parce que je pense que ce sera une des dernières. C'était Chirel qui posait la question. Selon vous, quels sont les métiers les plus recherchés et les plus en tension dans la tech aujourd'hui? Développeur. Hein, développeur. C'est le métier développeur. Tout type de langage et tout type de métier dans le développement. Autant des profils back-end, autant des profils front, autant des développeurs mobiles, autant des développeurs web classiques. Ça, c'est des métiers qui sont très, très forte tension. Et très honnêtement, c'est typiquement le genre de métier, le type de métier où demain, vous faites une formation de 4 mois intensive avec un stage à la clé. Demain, vous trouvez du travail comme ça, clairement. Ouais. Alors, peut-être pas dans des startups ou autres, mais je reviens encore à des structures type ESN,
type ESN ou d'autres sociétés. Et il y a, encore une fois, je l'ai dit, il y a moins de 30 000 développeurs en France, donc il y a de quoi faire. Et pour des années. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Si vous avez l'ambition d'aller vers ce métier-là, mais il n'y a pas que ce métier-là dans cette industrie, il ne faut pas aller non plus juste parce que dans ce domaine-là, juste parce que c'est un métier pénurique, il faut que ce soit quand même une reconversion qui vous passionne, qui vous donne envie. Donc, si vous êtes plus dans le design, allez plus dans le design. Si vous êtes plus dans du management, orientez-vous sur du management. Si vous voulez être dans le langage, dans le développement, allez-y. Mais il y a d'autres sujets, il y a du réseau, de l'infra, du cloud, de la data. Il y a plein de métiers différents, il y a des centaines de métiers dans l'informatique. D'où la problématique de choisir aussi à terme. Pour le On me demande ce que ça signifie ESN. Entreprise du service numérique. C'est des sociétés c'est des sociétés de conseil en fait qui permettent qui prennent elles-mêmes leurs effectifs. Des sociétés un peu comme Accenture, Capgemini, je ne sais pas si vous connaissez. Sopra Steria. Et Sopra, il me semble qu'ils prennent beaucoup de reconvertis en plus. C'est des sociétés en fait qui recrutent énormément de monde pour pouvoir après qui travaillent sur des projets pour des grands groupes, un peu comme EDF, comme Engie, etc., qui ont besoin de, entre guillemets, main-d'œuvre informatique, qui n'ont pas forcément un salarié chez eux, et donc du coup, ils externalisent via ce type de structure, et ce qui permet à plein de gens justement de se développer. Et c'est des structures qui sont, pour le coup, qui peuvent former assez rapidement, et vous êtes entouré de gens de gens juniors, seniors et très compétents qui permettent aussi d'évoluer assez vite. Je le conseille d'ailleurs au début de carrière de passer par ce type de société. Ça, c'est énormément dans la tech. Quasiment tout le monde commence. 1 an, 2 ans là-dedans, ouais. Parce que ça permet de travailler sur des centaines de projets différents, de voir des clients différents, de voir des contextes différents, et ça vous permet aussi de continuer dans votre réflexion d'évolution en reconversion. Parce que vous allez autant travailler pour un client qui est dans l'énergie, autant que travailler pour un client qui est dans la finance, moi, tout en continuant à développer votre compétence. Pour la petite histoire, juste avant 10h, j'étais dans une boîte qui s'appelait Bizen, donc c'est une ESN, et ils m'ont mis chez Enedis, donc dans l'énergie. Donc et à la suite, j'aurais pu travailler chez BNP, plein de trucs comme ça, mais j'ai démissionné trop tôt parce que j'étais prise chez 10h. Ça t'a réussi en tout cas. Sur les autres, peut-être aussi pour pouvoir conclure, je pense qu'il y a des questions qui étaient très personnelles sur les revues de CV, sur des parcours en particulier. Comme vous nous partagez la présentation et que vous avez bien mis en avant vos mails, j'invite tous ceux qui ont des questions à vous les adresser, peut-être plus directement. Si vous avez un petit peu de temps pour y répondre, c'est aussi ça que vous avez accepté de faire avec cet exercice et on vous en remercie beaucoup, mais on n'a pas le temps de toutes les traiter individuellement pendant le webinaire en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et une dernière question, vraiment encore, est-ce qu'on peut faire une alternance à 40 ou 50 ans? Ça, c'est la deuxième fois qu'elle ressort. Est-ce que les gens ils font des alternances quand ils sont plus âgés? Alors, oui, je vois pas j'ai pas eu le cas encore aujourd'hui, mais je vois pas la problématique. Après, ce sera pas forcément via un contrat d'apprentissage, ce sera plus par un contrat de professionnalisation, je pense. À voir. Donc, je vois pas de problématique à ça, clairement, mais j'ai pas encore eu le cas dans mon parcours perso, donc j'ai pas encore vu ça, mais oui, non, il y a pas de problématique là-dessus. On a j'ai déjà vu des gens à 30, 35 ans le faire, donc je vois pas pourquoi à 45, 50 ans on pourrait pas le faire. Absolument. Enfin, nous, on le voit tous les jours. Donc, c'est un peu une question rhétorique pour Social Builder. C'est tous les âges, c'est des compétences. Vous l'avez dit tous les deux, hein, c'est des compétences qui sont recherchées. Et quand vous trouvez un contrat de professionnalisation, une formation qui a après l'alternance, c'est pas une question d'âge, c'est une question de contrat. Et on a des entreprises avec lesquelles on est partenaire. Je vous mets notamment le site du manifeste pour la reconversion des femmes dans le numérique. En ligne, là, vous retrouverez environ 200 entreprises qui se sont engagées aussi pour la reconversion des femmes dans le numérique. Donc, ça veut dire tous les âges. Effectivement. Et pour revenir au CV, je pense qu'on peut organiser un atelier CV un jour. Absolument. Donc, c'est pas encore fini. Donc, restez en ligne pour d'autres choses. D'ailleurs, dans les liens que je vous mets aussi pour conclure un petit peu cet échange, vous avez donc le site Reconversion Femmes Num où vous retrouverez des entreprises qui ont signé
le manifeste pour la reconversion. Je vous mets aussi le site Eventbrite de Social Builder où vous retrouvez plein d'autres ateliers. Donc, on a un atelier Notion lundi prochain. On a des ateliers pour booster sa confiance en soi. On a aussi un forum le 20 septembre qui s'appelle Oser la tech. Donc, quelqu'un posait la question comment choisir et s'orienter dans les métiers de la tech. C'est le moment, allez-y. C'est vraiment ce genre d'événement qu'on organise pour vous aider. Et puis après, on a 10 heures et on a Faisal et on a Ariel qui se prêtent au jeu de ce genre de webinaire et qui font en sorte que l'on puisse avoir tout plein de conseils et continuer à vous former comme ça aussi. Donc, un grand merci et on va conclure. Merci à vous et j'espère que ça a été utile pour tout le monde.